Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour vos applaudissements. On est ravis de vous recevoir ce soir. Je suis Raphaël Duchemin et c'est un honneur vraiment d'être parmi vous. Europe 1 est très fier de vous recevoir pour cette nouvelle édition des Trophées européens de l'avenir. Nous allons passer une bonne partie de la soirée ensemble. Elle sera placée sous le signe de l'espoir, celui de la créativité, celui de l'énergie aussi. Et elle sera surtout, je vous le promets, résolument tournée vers demain. Vous vous dites peut-être que ce sont des mots, des bonnes intentions. Non, c'est ce que je vois chaque jour, car autour de nous, il y a des femmes et des hommes engagés dans leurs entreprises, dans leur territoire, dans leur cercle de vie, qu'il soit familial, associatif, et qui, vous allez le voir, à leur échelle, agissent pour que notre société change. C'est eux qui doivent être mis dans la lumière, c'est eux qui vont être ce soir dans la lumière et mis en avant. Car quand on parle avenir, et vous serez probablement d'accord avec moi, c'est à nos enfants que nous pensons d'abord, aux générations qui arrivent, celles qui sont déjà là, en train de grandir, et à qui nous devons, d'une certaine manière, rendre des comptes. Car ces générations, elles vont devoir vivre dans le monde que nous leur laissons, pas toujours parfait, car nous avons commis des erreurs en croyant parfois bien faire, en abusant aussi souvent. C'est vrai que c'était un autre temps. Et aujourd'hui, il y a comme une prise de conscience pour réparer, pour agir et pour faire autrement. Et vous allez voir que pour ça, évidemment, il y a des gens qui agissent tous les jours. Alors vous allez rencontrer une équipe qui prépare avec moi, une équipe qui s'agite autour de ces trophées de l'avenir européen. Et puis il y a une émission que vous connaissez peut-être, qui a lieu tous les jours sur Europe 1. Cette émission, c'est La France qui bouge, c'est tous les jours. À partir de 13h, je vous laisse la découvrir. 13h, 14h, La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, j'ai une heure chaque jour pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Aujourd'hui, Elisabeth, vous nous présentez une initiative qui provient d'une collectivité, ça se passe du côté de Valenciennes. Oui, c'est une conciergerie pour seniors. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Alors il y a eu 50 années de baisse constante de la consommation de pain. C'est un peu le Tinder du logement social. Il faut que vous cherchiez quelqu'un avec qui vous puissiez matcher. Voilà. Donc l'idée c'était vraiment d'arriver à une formule plus propre. Est-ce que vous n'êtes pas du tout dans les radars? S'il fait la vaisselle, je vous parle d'un mini lave-vaisselle 100% français. Tous les jours, juste avant 14h, nous découvrons la solution du jour. Aujourd'hui, elle protège nos océans, Raphaël. On sait que les humains ont produit plus de 9,5 milliards de tonnes de matière plastique et seulement 9% d'entre elles ont été recyclées. On sait recycler du plastique, on sait en faire du carburant, c'est pas nouveau. Notre coach, Nicolas Chaban. Vos solutions sont idéales et en même temps, il faut qu'on vous aide, nous, côté consommation. Et oui. Ça m'a complètement perturbée et bouleversée. C'est 19 €, soit 30% de plus que le SMIC. Un robot tondeuse qui peut remplacer les désherbants chimiques. Racontez-nous. Nous déployons des troupeaux de robots et ces troupeaux de robots sont supervisés par un berger. Alors, vous l'aurez compris, grâce à ces rencontres, grâce à ces échanges, nous avons pu sélectionner ceux qui sont aujourd'hui ici, avec nous, dans cette salle, pour concourir au Trophée européen de l'avenir. Pourquoi ces trophées ? Eh bien, c'est une question que je vais poser à Laurent Guimier qui va nous rejoindre, vice-président, directeur général d'Europe 1. Je l'appelle pour me rejoindre sur scène. Bonsoir Laurent. Bonsoir Raphaël. Alors la question c'est pourquoi ? La question... J'aime bien pourquoi. Pourquoi ? Toujours. C'est vrai. Alors les pourquoi, je vais y répondre en te disant que je suis 3 fois heureux ce soir. Et donc je vais pouvoir répondre 3 fois à ton pourquoi. D'abord parce que Europe 1 est une radio qui, lorsqu'elle va bien, c'est qu'elle regarde devant. Et regarder devant, c'est évoquer les trophées de l'avenir qu'on va pouvoir décrire et déployer ce soir. Ensuite, parce que, peut-être un peu plus encore cette année que d'autres années, Europe 1 est un média qui, depuis son histoire, depuis sa création, le 1er janvier 1955, a toujours essayé de regarder les verres à moitié pleins plutôt que les verres à moitié vides. Alors c'est vrai que c'est une posture un peu hérétique dans la France de 2019.
Mais on l'assume, on y croit. Et voir les verres à moitié pleins, c'est aussi pouvoir dire, comme on vient de le voir dans cette vidéo et comme on va le voir toute la soirée, qu'il y a des initiatives formidables qui ne demandent qu'à être un peu mieux connues pour qu'elles soient mieux partagées et qu'elles nous aident à aller mieux. Et puis la troisième raison, c'est que je pense que là aussi, dans la France de 2019, ces trophées de l'avenir, ils épousent parfaitement les mouvements de la société. On pouvait peut-être se dire il y a quelques années que ce dont nous allons parler ce soir, c'est un peu loin, c'est un peu futuriste ou science-futuriste parfois. En fait, pas du tout. Ce qui m'a beaucoup frappé dans les projets qu'on va évoquer ce soir, qu'ils soient lauréats ou non, c'est qu'on est dans des solutions très pratiques qui s'imposent jour après jour dans la vie des consommateurs, des citoyens, des responsables associatifs ou des salariés des entreprises, d'une façon, j'allais dire, quasiment naturelle. Et quand on parle, je l'ai noté pour ne pas les oublier, mais des questions de gaspillage alimentaire, de bien-être animal, de finances de proximité, d'orientation scolaire réellement enclenchée ou de transport individuel écologiquement responsable sans passer forcément par la case fiscalité punitive, on est au cœur des questions parfois un peu tragiques qu'on évoque sur tous nos médias depuis 3 mois. Mais au-delà des ronds-points et des cris de douleur, je pense qu'il y a ces solutions qui sont peut-être juste après le rond-point, qui sont dans les rues d'à côté. Et ça, c'est exactement pour ça qu'on a pensé les trophées de l'avenir. Donc finalement, s'il y a peut-être une année où ils sont encore plus d'être un moment formidable pour nous retrouver réellement utiles à la vie de notre société, c'est sans doute cette année. Et c'est peut-être la leçon que je nous engage à retenir ensemble, si vous l'acceptez, c'est de nous dire que ces solutions sont là. C'est pour ça que je remercie tous les partenaires. Je remercie Boris de Richebourg, je remercie les équipes de Marie Renoir, de la régie, évidemment tout Europe 1. Je remercie tous les remettants, comme on dit de façon pas belle. Enfin, vous êtes des beaux remettants de participer à cette soirée. Et puis parce que je voulais juste terminer aussi en remerciant les participants, qu'ils aient gagné ou non, parce que je pense qu'ils nous dévoilent jour après jour dans l'émission et minute après minute ces petits bouts de France qui font qu'on va sans doute aller un peu mieux ou un peu moins mal dans les années qui viennent. Je voulais vous remercier et puis vous souhaiter une bonne soirée parce qu'on va prendre, je pense, une bonne dose d'optimisme ce soir. Je l'espère. Merci Laurent. Merci à tous. On va évidemment passer en détail nos partenaires, mais je voudrais aussi remercier parce que ces trophées n'existeraient pas cette année sans une équipe, et cette équipe, elle a été essentielle pour sélectionner, trouver ces pépites. Je voudrais tirer un grand coup de chapeau à Lorraine Servant, à Aurélie Sellery, à Benjamin Lévesque, à Elisabeth Assayag, qui travaillent au quotidien à mes côtés et qui sont vraiment indispensables pour pouvoir les repérer. Après, évidemment, il faut un jury pour sélectionner. Isabelle Juppé, directrice développement durable du groupe Lagardère, est avec nous. Régis Le Sommier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Fanny Agostini, présentatrice de Thalassa sur France 3. Sandrine Chauvin, rédactrice en chef Europe de LinkedIn. Marie Vorgan, présidente de Nouma. Thomas de Richebourg, président de Richebourg Environnement. Christian Courtin-Clarins, président du comité de surveillance du groupe Clarins. Philippe Colléon, directeur général d'Academia, Donna Vidal-Revel, directeur de l'information d'Europe 1, Bérangère Bonte, directrice adjointe de la rédaction d'Europe 1, Elisabeth Assayag, journaliste en charge de la solution dans l'émission La France qui bouge sur Europe 1. Et puis, vous vous en doutez, il fallait évidemment un président. J'appelle à mes côtés Alexandre Mars, fondateur de la Fondation EPIC. Bonsoir Alexandre. Raphaël, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est aujourd'hui un moment un peu particulier que d'avoir cette responsabilité. Oui, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'être nominé. Donc, et l'année dernière, de présider déjà ce jury. Donc, c'est une redite, mais redite agréable. J'aimerais vraiment savoir, parce que c'est important qu'on explique aux gens qui sont avec nous ce soir et qui ont peut-être un petit peu le trac en attendant de savoir quel est le nom qui est dans l'enveloppe. J'aimerais savoir ce qui a guidé les choix cette année pour sélectionner justement les lauréats de ces trophées de l'avenir. Alors, c'est une excellente question. Ce qu'on a pu voir ces dernières années, et c'est la 4e année cette année, Raphaël, c'est qu'il y a 4 ans, quand Europe 1 a décidé de créer ces trophées, c'était vraiment iconoclaste. Les gens regardaient ces trophées en disant « mais
Qu'est-ce que ça veut dire les trophées de l'avenir? Est-ce que c'est des trophées technologiques, digitaux? Et en fait, pas du tout. Ces trophées, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. C'est parce que c'est notre vision, la vision d'un monde différent. Un monde où le partage, où le sens sera au cœur de ses succès. Et aujourd'hui, quand on a travaillé avec ce jury exceptionnel, on s'est posé cette question-là. Comment c'est possible qu'il y ait autant de projets de qualité? Et c'est assez intéressant quand on parle d'entrepreneuriat. Alors je sais peut-être que je peux faire 20 minutes, donc il faut que je fasse attention. Mais si on fait assez rapidement, l'entrepreneuriat, souvent on pose la question comment on peut avoir ce succès ou avoir du succès. Et le point est toujours le même. Vous avez une bonne équipe, vous avez certainement un bon produit. Quelque chose qui est très difficilement définissable, c'est le timing. Le timing, on appelle ça les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est ce que les entrepreneurs que vous êtes ont pu voir avant les autres. Les nommer ce soir, tous. Ils ont réussi à avoir quelque chose un peu avant les autres. Et quand on ne les voit pas, ça devient un signal fort. Et quand c'est un signal fort, c'est trop tard. Les entrepreneurs qui se développent un business juste parce qu'ils ont vu quelque chose qui fonctionnait, ils ne gagnent jamais. Ce qui est intéressant, c'est que, regardons les vainqueurs des dernières années. Prenons, il est dans la salle, Nicolas Chaban, on le voyait tout à l'heure. Oui. C'est qui le patron? Alors j'espère qu'ici, plus personne n'achète autre chose que c'est qui le patron. Parce que vous voyez ce qu'est un entrepreneur, ou deux entrepreneurs, avec Laurent Pasquier, son cofondateur, ont réussi à faire. Pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, vous vous dites, et nous disons, tous la même chose. Ce n'est pas forcément uniquement le bulletin de salaire qui est important, mais c'est votre carte bleue, votre capacité que vous allez pouvoir acheter un produit et vous allez impulser des changements de société. Les nommés ce soir ont compris ça mieux que d'autres et ont développé des business assez incroyables en mettant le sens comme la devise majeure de leur business. Et puis, c'est quelque chose qui engage aussi. Et c'est tout le sens aussi de ces trophées de l'avenir. C'est forcément l'engagement qui est porté par ces nommés. Et c'est le principe de ce que nous pouvons voir dans ce monde, dans le monde qui est le nôtre, dans lequel on n'accepte plus pendant des années. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a accepté des choses inacceptables. Inacceptables. Je vous donne un exemple. Comment c'est possible que pendant des années, on ait pu voir des entreprises, quand elles licenciaient, dont le cours de bourse augmentait de 2%, et que ça ne nous choquait pas? Ce monde-là, il est en train d'évoluer. Et ça, c'est des signaux faibles qu'on a pu voir. Je vous donne un autre exemple. La semaine dernière, je parlais à une conférence juste avant moi, le ministre de l'économie française parlait. Alors, vous allez me dire, normalement, un ministre de l'économie, ça doit parler de croissance, de financement. Et bien, vous savez quoi, en 10 minutes, il a utilisé 10 fois le mot sens ou partage. Et ça, c'est un signal faible. C'est un signal que le monde est en train d'évoluer et les gens qui dirigent ces pays-là ont compris qu'on n'arrivera pas à s'en sortir si cette quête de sens, qui est aujourd'hui montrée par tous les nommés, qui ont monté des projets qui sont exceptionnels dans ce que ça apporte au quotidien pour nos citoyens. Merci Alexandre. On va peut-être commencer, parce que je suis sûre que dans la salle, certains ont le trac. Alors, sans plus attendre, je vous propose de faire connaissance avec ces faiseurs, avec les premiers nommés au Trophée de l'avenir européen dans la catégorie alimentation. Connaissez-vous Connecting Food? Cette start-up a vu le jour en 2016 dans la tête de ses créateurs, mais elle fonctionne vraiment depuis l'été dernier. Son rôle, certifier, tracer les produits, nous donner accès à toutes les informations. Par exemple, vous avez envie de savoir où a été fabriqué le yaourt que vous êtes en train de manger. Vous pouvez le savoir grâce à Connecting Food. Vous pouvez connaître tout le circuit de distribution. C'est possible, ce qui est un plus évidemment pour nous, consommateurs, l'est aussi pour le distributeur et pour le vendeur. Hop Hop Food, c'est une application qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous avez fait les courses, vous avez rempli votre frigo. Votre patron vous envoie, n'est-ce pas Laurent, à l'autre bout de la planète en reportage, ou votre mari, messieurs, c'est bientôt la Saint-Valentin, vous offre un voyage surprise pour ne pas jeter les yaourts, par exemple, qui sont dans votre frigo et qui sont encore bons et qui pourraient être périmés à votre retour de voyage. Vous cliquez et vous dites « Voilà ce que j'ai à disposition ». Il y aura forcément un voisin qui sera ravi de les récupérer. C'est important quand on sait qu'une grande partie du gaspillage alimentaire provient notamment des particuliers.
Pool House. Pool House, il suffit de traduire, c'est la maison des poules. Mais cette basse-cour-là, eh bien, elle accueille celles qui sont à la retraite prématurément. Cette start-up créée en 2017 leur offre une nouvelle vie. En principe, après 18 mois, nos petites bêtes à plumes partent à l'abattoir car le rendement faiblit. Mais une poule peut pondre jusqu'à la fin de sa vie et des œufs de plus en plus gros. Alors, eh bien, Pool House a décidé de les commercialiser tout en prenant soin des poules. Too Good To Go, voilà une appli qui elle aussi lutte contre le gaspillage. Too Good To Go en français, c'est simple, hein, vous pouvez comprendre trop bon pour être jeté. Sa créatrice s'est inspirée de ce qu'elle a vu au Danemark et l'a rapporté dans ses bagages. Elle vous propose une liste de restaurants, de magasins aussi, qui au lieu de mettre à la poubelle tous les produits, vont baisser les prix pour qu'ils soient consommés. Vous cliquez et vous voyez directement autour de vous, là où vous travaillez, là où vous habitez, ce qu'il y a encore à vendre, moins cher évidemment. C'est bon pour le commerçant, ça l'est aussi pour votre portefeuille. Yuka, voilà une application que désormais beaucoup d'entre vous ont téléchargée dans leur smartphone. Elle utilise les codes barres qui sont présents sur les produits. Il suffit de scanner, Yuka cherche dans sa base de données et vous dit tout ce que vous voulez savoir sur le produit grâce à des codes couleurs. Bon ou mauvais, ce sera rouge, orange ou vert. Après, c'est évidemment à vous de choisir si vous mettez ou pas dans votre caddie. Créé en 2017, il y a déjà plus de 8 millions d'utilisateurs pour Yuka. Et pour remettre le trophée de l'avenir Europe 1 dans la catégorie alimentation, j'appelle Laurent Mariotte et Yves Cordebord. Venez, venez. Bonsoir Raphaël, bonsoir tout le monde. Laurent, on Yves Cordebord, le vrai, l'officiel. Le vrai. Faites voir, sorti de ces belles cuisines de Saint-Germain-des-Prés. On parlait de voir avant les autres ce qui fait l'avenir. Ben, c'est ce qu'il a vu il y a une vingtaine d'années, les copier aujourd'hui, ce qu'on appelle la bistronomie partout en France. C'est l'homme qui a lancé la bistronomie en France. Voilà. Dites-moi, c'était une évidence de vous avoir tous les deux à nos côtés ce soir pour remettre le trophée de l'alimentation, le trophée de l'avenir en catégorie alimentation. Ça tombe sous le sens. Mais c'est vrai que l'alimentation se passe aussi dans nos smartphones, dans nos portables, dans un 21e siècle où le monde est digital. On est de plus en plus en quête de sens sur la façon de faire ses courses et ça y répond. Ouais. Je pense que le consommateur aujourd'hui est de plus en plus sensible à bien manger, plus sensible à ne pas gaspiller. Donc je pense que toutes ces initiatives sont importantes pour ça. Vous les connaissiez, Yves ? Certaines oui, certaines non. Ah, ça veut dire qu'il y a encore des choses à vous faire découvrir. Laurent, on se retrouve tous les week-ends, tous les samedis, à partir de 11h, exactement, à la table des bons vivants, à laquelle s'assied régulièrement évidemment Yves Cordebord, Olivier Pouls, Jean-Luc Petit-Renaud. Voilà. Et on parle aussi de ces nouvelles manières de consommer, évidemment. Exactement, mais on parle beaucoup du gaspillage dans ces applications et dans ces innovations. Il faut savoir qu'en France, on gaspille 20 kilos de nourriture consommable par an et par personne, dont 7 kilos de nourriture emballée. C'est quoi la nourriture emballée ? C'est la barquette de dinde, c'est les légumes prédécoupés qu'on a achetés, qu'on n'utilise pas. Donc on a vraiment un travail vraiment à faire tous ensemble sur le gaspillage alimentaire, qui est un fléau total. Yves ? J'ouvre. On ouvre l'enveloppe, on va connaître le nom du gagnant ou de la gagnante. Petit papier, voilà. Le gagnant est Too Good To Go. Too Good To Go. Trop bon pour être jeté. Lucie Bache, la fondatrice. Bravo. Il est là, il vous attend. Merci beaucoup. Reçu des mains de Laurent Mariotte et Yves Cordebord, tout de même. Ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Lucie, ça fait peu de temps que vous avez lancé cette application. Ouais, ça va faire finalement 2 ans et demi là. Ouais. Donc moi, ça me paraît une éternité. On s'était vu sur Europe 1 pratiquement au début. Au tout début, hein. Et ça démarrait, il y avait quelques magasins. Et puis aujourd'hui, il y en a combien qui vous suivent dans l'aventure ? Aujourd'hui, il y a un peu plus de 6 000 commerçants dans toute la France et un peu plus de 15 000 en Europe. Donc c'est un mouvement qui a vocation à devenir mondial pour lutter concrètement contre le gaspillage. Et que vous disent les gens quand ils utilisent aujourd'hui l'application Too Good To Go ? Ils ont le sentiment de faire un geste, c'est utile. C'est ça, je pense qu'on a beaucoup parlé d'espoir et de sens. Je pense que c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a tous envie de reprendre un peu le contrôle sur notre alimentation et de faire des choses qui ont du sens. Et effectivement, on en parlait, les chiffres du gaspillage alimentaire, ils sont incroyables. Aujourd'hui, on jette 1/3 de ce qu'on produit sur la planète. Et donc l'idée, c'est que on a tous une action énorme à faire là-dessus. Et Too Good To Go, c'est la façon toute simple et quotidienne de le faire.
Et je précise d'ailleurs que vous avez lancé aujourd'hui, avec France Nature Environnement, un livre blanc justement pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et je m'adresse à vous tous qui nous écoutez parce que c'est important. On a tous des difficultés quand on ouvre notre frigo à se dire est-ce que je mange ce yaourt? La date est passée. Oui, il faut le manger parce que ça participe justement au gaspillage alimentaire. Quand on ne mange pas le yaourt ou un autre produit qui est périmé, eh ben, ça va à la poubelle et malheureusement, il est encore bon. C'est ça. Aujourd'hui, les dates de péremption, c'est 20% du gaspillage alimentaire chez nous et c'est 10% du gaspillage alimentaire en Europe. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire. Et si je peux juste faire passer un message, c'est vraiment, il y a 2 types de dates de péremption aujourd'hui. Une qui est à consommer jusqu'au et l'autre qui est à consommer de préférence avant le. Et après cette date à consommer de préférence avant le, vous pouvez encore tout à fait manger le produit. Donc regardez bien, nous on va essayer de bosser avec le gouvernement, les industriels, les fabricants pour essayer de clarifier la différence auprès des consommateurs. Mais vous avez l'info, donc il ne vous reste plus qu'à la partager. Oui, on est tous concernés. Bravo Lucie. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Je vous invite à repartir, rejoindre la salle pour continuer cette soirée. Nous allons continuer avec, si vous le voulez bien, la catégorie solidarité. Garant.me, pas facile quand on est étudiant de louer un appartement, encore moins quand on arrive de l'étranger, pour éviter que de jeunes gens soient obligés de faire de la sous-location ou de payer des mois de loyer d'avance. Garant.me a décidé d'inventer un système de caution. C'est lui qui se porte garant à la place du locataire. Igloo, cette structure a la même forme que l'habitat des Esquimaux, sauf qu'elle est en matière isotherme. L'igloo est né dans la tête de Geoffroy Drenal. Cet ingénieur a voulu mettre au point une structure pour protéger les sans-abri du froid. Et ça marche. À l'intérieur, il fait entre 15 et 20 degrés de plus que dehors. La ville de Bordeaux a été séduite et en a commandé. Aujourd'hui, grâce au financement participatif, c'est dans toute la France qu'ils souhaitent les installer. Un petit bagage d'amour. C'est une jeune sage-femme qui, il y a 2 ans, a été frappée de voir une jeune maman qui venait d'accoucher partir avec un sac plastique en guise de trousseau pour son bébé. Elle a donc décidé de tendre la main à ces mères qui vivent dans la précarité. Aujourd'hui, écoutez bien, elle distribue 30 bagages par semaine. À l'intérieur, il y a du sérum physiologique, de la layette et aussi beaucoup d'amour. Permis de sauver, c'est parce qu'ils sont pompiers que Mehdi, Ghanem et Abdel ont eu l'idée de créer une appli. Un soir, ils n'étaient pas d'astreinte. Ils ont constaté qu'un décès avait eu lieu juste à côté de l'endroit où ils dînaient. Les secours étaient arrivés trop tard, mais eux auraient pu agir. D'où l'idée de permis de sauver. On géolocalise les secouristes, l'appli les guide jusqu'à la victime. Ils interviennent en attendant les professionnels déjà 30 000 téléchargements. Stay home, il y a des accidents de la vie et parfois ce qu'on a mis des années à construire s'envole en fumée pour que les particuliers qui sont endettés ne soient pas obligés d'hypothéquer par exemple leur maison. Stay home a inventé une solution, vendre temporairement le bien 20 à 30% en dessous du prix du marché et devenir locataire de son chez-soi. Le particulier a ensuite 5 ans devant lui pour récupérer son bien et le racheter au même prix. Et pour remettre le trophée européen de l'avenir dans la catégorie solidarité, j'appelle à mes côtés Christian Courtin-Clarins, président du comité de surveillance du groupe Clarins et membre du jury, ainsi que Camille Lacour, quintuple champion du monde de natation, dont vous voyez évidemment le visage sur les produits de la marque Clarins Men. Bonsoir, merci d'être avec nous pour partager cette magnifique soirée. Vous êtes tous les deux... Vous voulez pas qu'on vous entoure? Ah bah si, venez, je serais ravie. Vous êtes tous les deux des hommes engagés. Christian, vous êtes engagé à nos côtés d'abord, depuis le début. Depuis le début. C'est important justement d'être dans cette aventure. Ça a été une évidence pour vous? Ça a été une évidence, puisque comme vous l'avez dit, les bonnes nouvelles, on en a besoin. Et Dieu sait s'il y a des gens qui font des choses assez extraordinaires. Du reste, comme l'a dit notre président, Alexandre, on a eu le plaisir d'avoir tellement de... C'était difficile les choix. Il n'y avait que des choix difficiles. Oui, ça a été mouvementé parfois. Ça a été mouvementé, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Mais on y est arrivé. Et de rencontrer de nouveau des gens qui font des choses bien pensées, de partage. Vous savez, rien que le titre du trophée de l'avenir, et celui qu'on a le plaisir de remettre avec Camille, Solidarité, c'est la notion de partage. Et je trouve que c'est des notions qu'on ne doit pas oublier. Donc partageons ce bon moment ensemble.
Camille, on connaît votre engagement, notamment aux côtés de l'UNICEF. Ça tombe sous le sens aussi pour vous d'être là ce soir quand on parle de solidarité? Moi, j'ai la chance d'être papa, donc quand on parle de solidarité et que je vois tous les reportages qu'il y a eu, évidemment, c'est évident d'être ici. Je pense que j'aime aussi de voir le verre à moitié plein. Je suis très optimiste et je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Donc vraiment ravi d'être ici et de remettre des prix. Alors je vous propose, si vous le voulez bien, sans plus attendre, d'ouvrir cette enveloppe. Le trophée de solidarité est remis à Permis de sauver. J'invite Ganem, Asloun, Mehdi Boudjema et Abdel Bounia à nous rejoindre sur scène. Et merci d'être avec nous. Voilà, il est là, ce trophée de la solidarité. Je le disais tout à l'heure, on se connaît, on s'est vu dans La France qui bouge. Et j'avais été touchée, on avait été touchés parce que vous nous aviez dit, on est au début, on aurait pu sauver cette personne qui est décédée. C'était pas grand-chose à faire. Et finalement, cette application, pour vous aussi, c'était une évidence. Oui, tout à fait. Ouais. Pour nous, c'était une évidence. Il manquait un maillon dans la chaîne des secours. Et Permis de sauver, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on inclut le citoyen dans la chaîne des secours que tout le monde connaît. Vous êtes heureux ce soir de recevoir ce prix de la solidarité? Très. Très. Alors, vous savez que j'aime beaucoup les questions. Où vous en êtes du développement de Permis de sauver? Parce que la dernière fois qu'on s'est croisés dans les locaux d'Europe 1, vous m'avez dit, on avance, les départements nous contactent, on a de plus en plus de gens qui nous demandent justement de mettre en place l'application. Combien de départements couverts aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'information à nous communiquer? Oui, bien sûr. Donc, Permis de sauver aujourd'hui, c'est une dizaine de départements qui déploient l'application. On a un réseau de secouristes citoyens qui avoisine les 50 000 personnes. Donc depuis février, ce qui est juste énorme, extraordinaire. Christian? Oui, non, mais moi je suis très très heureux. Les pompiers en plus, d'abord quand j'étais petit, je voulais être pompier. Donc je suis très content d'être avec vous. On est un peu déçus qu'ils ne soient pas venus mais en tenue. Je voulais vous dire, je vais vous aider puisque dans les bureaux de Paris, sur 600 personnes, nous avons 70 secouristes diplômés et 300 personnes qui ont reçu les premiers, la première formation pour les premiers soins. Donc, je vais vous ouvrir les bureaux. Vos femmes seront très contentes, et puis vous aussi, du reste. Merci à tous les trois. Merci en tout cas, merci. félicitations. Merci à vous. Camille. Merci beaucoup. Prix de la solidarité, trophée européen de l'avenir. Nous allons continuer cette soirée ensemble et nous allons découvrir, si vous le voulez bien maintenant, le nom des sélectionnés pour les trophées européens de l'avenir dans la catégorie éducation. Chemin d'avenir, l'association prend par la main, vous la connaissez peut-être déjà, les jeunes collégiens, les jeunes lycéens, les jeunes étudiants qui vivent dans des territoires isolés, dans les petites villes, dans les campagnes. Certains ont tendance à se dire ce cursus-là, c'est pas pour moi. Alors c'est pour lutter contre ces inégalités que Chemin d'avenir les suit, les parraine et leur donne les mêmes clés de réussite qu'aux autres jeunes. Les petits héros, l'enfant peut être le premier témoin, oui, face à une situation d'accident. Alors, pour leur faire apprendre ce qu'il faut faire, Hichem Gendes a créé l'association Les Petits Héros. C'est aux 3-10 ans qu'il montre les gestes qui sauvent, les réflexes aussi, comment par exemple arrêter un saignement ou tout simplement avoir la bonne idée d'aller chercher l'adulte qui se trouve à proximité. Il y a pour l'instant une centaine de bénévoles qui s'activent avec lui pour dispenser les formations adaptées. New School, et si vous n'aviez plus à faire l'appel si vous êtes professeur en entrant en classe? C'est ce que propose justement le porte-clés connecté inventé par Philippine Dolbeau. Il signale leur présence en cours, fonctionne en Bluetooth et ne se recharge qu'à la fin de l'année. Sa jeune créatrice pense qu'à terme, les élèves pourront aussi l'utiliser comme carte de cantine, également pour les entrées et les sorties dans l'établissement. Startup for Kids, voilà une initiative qui permet aux enfants dès maintenant de réfléchir sur leur vie, celle qui va venir, celle de demain. La start-up a mis au point des événements, des ateliers pour les 6-20 ans. Elle leur apprend à coder, mais elle leur donne aussi des problématiques à résoudre, comme inventer en groupe la ville de demain,
À eux ensuite, évidemment, de laisser libre cours à leur imagination. Topla, cette société française a décidé d'aider les enfants à comprendre le monde qui les entoure en créant des jeux de société. Pour apprendre la géométrie, ils vont faire des figurines en origami. Pour les multiplications, par exemple, ce sera la confection d'un gâteau. En s'amusant, c'est vrai que c'est moins rébarbatif et on comprend. Topla s'est aussi intéressé à l'égalité filles-garçons, un véritable enjeu de société. Et pour remettre le trophée européen de l'avenir dans la catégorie éducation, j'appelle Philippe Colléon, directeur général et membre du jury d'Academia, et la chanteuse Vita, membre du jury de Destination Eurovision 2019, qui sera en tournée à partir du mois de mars en France. Je sais, Philippe, que ça a été difficile de choisir là aussi. Là aussi, il y a eu des débats assez mouvementés. Parmi les projets qu'on vient d'évoquer. C'est vrai qu'on s'aperçoit aussi, quand on les regarde, que quand on parle éducation, aujourd'hui, ça n'est plus comme il y a 10 ans ou 20 ans. On a de nouveaux modes de communication, on a aussi de nouveaux champs qui sont investis. Oui, je pense que le thème même des trophées de l'avenir, qu'on parle d'avenir, il faut penser aux enfants, comme vous l'avez dit. Quel monde on va leur laisser, quelle dette on va leur laisser. Je crois qu'on a l'obligation au moins de les rendre intelligents. Je crois que c'est notre devoir d'adulte, au moins, de les rendre éduqués et responsables. Et effectivement, il y a beaucoup d'innovation, mais je crois que s'il y a un secteur aussi qui a besoin justement de cette transformation, de cette innovation, c'est bien le monde de l'éducation. Quand on regarde une salle de classe il y a 50 ans et maintenant, ça ressemble. Voilà. Donc il y a beaucoup d'initiatives. Effectivement, il y a eu beaucoup de débats. Mais le prix, vous allez voir, est très très beau et je serais ravi de le remettre. Un petit peu de suspense. Vita, vous êtes... une femme engagée, une chanteuse engagée. C'était important pour vous d'être avec nous ce soir? Bonsoir à tous. Moi, je suis ravie d'être là et encore plus de remettre ce trophée-là parce que l'éducation, ça nous touche tous. En tant qu'humain, en tant que femme, je suis touchée. Puis je suis maman aussi. Donc en tant que maman, je me sens complètement concernée par tout ce qu'on voyait. Et j'ai hâte de voir qui a gagné. Mais c'est vrai que c'est l'avenir et ça touche tellement nos enfants. Et comme vous le disiez, c'est la suite, quoi. Donc, Vous connaissiez les projets que nous venons de vous présenter? Pas tous, en tout cas. Il y a des choses super intéressantes. Hein. Donc j'ai hâte de voir. Alors, on a hâte, nous aussi. Philippe, est-ce qu'on ouvre l'enveloppe pour connaître le nom du gagnant ou de la gagnante? Micro. Je vais tenir, bien sûr. Regardez, hop, je peux tout faire. Donc le trophée de l'éducation est remis à Chemin d'avenir. Bravo. J'appelle Salomé Berlioux, sa fondatrice. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Le trophée, on est ravis de vous avoir avec nous ce soir. Moi aussi, je suis ravie. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix ce soir? C'est forcément, je suis à la fois surprise et émue. Et j'ai envie, avant toute chose, de remercier les filles de mon équipe qui sont dans la salle et qui ne voulaient pas venir avec moi sur scène, mais qui le méritent. On peut les applaudir. Combien. On peut. Et les filles et également Erki Maillard qui est là dans le projet depuis le début. Et puis c'est, je suppose, aux jeunes que vous avez aidés, que vous pensez aussi un petit peu ce soir? Oui, ils vont être 500 cette année. Et c'est vrai que on a créé cette association parce qu'on venait tous de territoires, surtout de territoires ruraux, et qu'on avait l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de freins contre lesquels il fallait lutter dans ce genre de parcours-là. Et voilà, là on est présent dans bientôt 5 académies. Ça fait débat parfois de dire on vient d'une petite ville qui n'est pas forcément dans la lumière. J'ai remarqué, même sur les réseaux sociaux, des gens qui vous prennent à partie, à qui vous êtes obligé de répondre « mais si, moi je l'ai vécu, je n'ai pas été aidée, on ne m'a pas forcément tendu la main, on ne m'a pas montré le chemin ». Oui, ce n'est pas un sujet qui est neutre. Il faut d'ailleurs accepter le fait que tout le monde ne soit pas d'accord avec le parti pris qui est le nôtre, qui est d'accompagner les jeunes de ce qu'on appelle maintenant la France périphérique. Et le terme lui-même, d'ailleurs, est éminemment discutable. Mais en revanche, ce qu'on dit, c'est que ces jeunes-là, nous, on les voit sur le terrain et on les accompagne au jour le jour. Et de fait, peut-être que la France périphérique elle-même n'existe pas au sens géographique du terme, mais ces jeunes-là, ils existent en revanche, et on le voit bien. Philippe? Non, bravo pour ce que vous faites, et je pense qu'effectivement, il faut qu'on rétablisse tous ensemble. Je crois qu'il n'y a plus de privé, il n'y a plus de public, il n'y a plus de monde associatif. Il faut que tout le monde se mobilise autour de rétablir peut-être l'ascenseur social, l'ascenseur scolaire, et que chaque enfant ait le droit à sa chance. Voilà, je crois que c'est notre devoir. Et bravo pour ce que vous faites. Merci. Vita, un mot peut-être pour Salomé?
Je me sens d'autant plus concernée parce que j'ai grandi en province et c'est vrai que je trouve que c'est très différent. Quand on débarque à Paris, on sent que les choses sont différentes et encore plus quand on est jeune et tout le monde a droit à l'éducation. Donc, mais je trouve que vraiment le thème est voilà. Et moi, ça me touche beaucoup. Bravo à vous en tout cas. Si je peux dire un mot à la salle, mais en tout cas, potentiellement, vous pouvez tous devenir parrain Chemin d'avenir, c'est-à-dire accompagner un jeune pendant 18 mois au moins. Combien de parrains aujourd'hui ? Du coup, 500 bientôt. 500. Mais donc, il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'en fait, le principe de l'association, c'est aussi de se dire que chacun peut agir à l'échelle individuelle. C'est d'ailleurs, je crois, ce qui rassemble beaucoup des initiatives qui agissent ce soir, notamment en faveur de l'éducation. Merci Salomé Berlux, merci Philippe, merci Vita. Merci. Trophée européen de l'avenir dans la catégorie éducation. Alors vous avez vu, on a de très beaux projets, de très beaux lauréats. Et je vous propose maintenant de poursuivre et de passer au Trophée européen de l'avenir dans une catégorie qui nous concerne tous aussi, la catégorie environnement. Corail Artefact. On a tous entendu dire qu'il fallait sauver le corail, victime de la pollution et du réchauffement climatique. Eh bien, un artiste, Jérémy Gobet, a eu l'idée ingénieuse de demander à une usine de dentelle du Puy-en-Velay de fabriquer comme des tuteurs en point d'esprit et d'aller les greffer tout au fond de l'eau. Les récifs vont en fait s'en servir pour repousser. C'est malin, ça préserve l'environnement et ça met aussi en valeur les savoir-faire français. Michelin et son pneu du futur, il s'appelle Vision, et ce qu'il a d'exceptionnel, eh bien, c'est qu'il est increvable. Quand on le regarde, il ressemble lui aussi à du corail, mais c'est en matériaux naturels, copeaux de bois, bambou, pelure d'orange qu'il est en fait fabriqué. Sa souplesse, ses alvéoles lui offrent une longévité extraordinaire, et comme il est moderne, il est aussi bardé de capteurs qui vont alerter le conducteur à la fois sur l'état de la route et aussi évidemment sur l'état des pneus. Les petits bidons, savez-vous combien de lessives nous réalisons chaque année ? 5 milliards. Je vous laisse imaginer la quantité de produits chimiques qui se dispersent dans l'eau à chaque lavage. Alors Cyril Neves a eu une idée, celle d'inventer une lessive qui soit 100% française et 100% naturelle. Une lessive propre, en somme, une lessive engagée. Plastique Odyssée. Simon a fait un rêve, débarrasser les océans de tous les plastiques qui s'y trouvent. Pour ça, il a créé un bateau, le Plastique Odyssée. Dans ce navire laboratoire, se trouve une machine qui transforme le plastique et le recycle en carburant. Son expédition va partir l'année prochaine. Et il y a de quoi avancer, vous allez voir, parce que ce sont 18 tonnes de plastique qui souillent l'océan à chaque minute qui passe. Vitirover, voilà un petit robot qui avance grâce à des panneaux solaires. Les rayons chargent la batterie et Vitirover avance. Son rôle est de désherber mais sans utiliser de produits chimiques. Il suffit de le déposer tout simplement sur la parcelle et grâce à un GPS, il se déplace et tond. Ce sont des bergers à distance qui le pilotent et qui font le travail de défrichage, mais depuis le clavier d'un ordinateur. Pour remettre ce trophée européen de l'avenir dans la catégorie environnement, j'appelle à mes côtés Fanny Agostini, présentatrice de l'émission Thalassa sur France 3, créatrice de l'ONG Landestini pour la préservation de la nature, et Boris de Richebourg, président de Richebourg Multiservice. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Fanny. À tous. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est une évidence aussi de vous avoir là ce soir, évidemment, parce que vous vous battez au quotidien dans l'émission, dans l'ONG que vous avez créée pour défendre cette nature. Oui, qui et est pas notre que les bien océans commun. d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et je voudrais quand même faire une petite précision pour ce soir, parce qu'on a décidé de décerner un prix spécial environnement, mais quelles que soient les catégories, que ce soit pour la mobilité, pour la solidarité, pour l'alimentation, pour l'éducation, eh bien, on a de nombreux projets, de nombreuses propositions qui portent en elles cette problématique, cette dimension, bien sûr, de protection de la planète et de l'environnement. D'ailleurs, il y a un biologiste, Gilles Boeuf, qui le dit avec justesse, l'avenir ne peut pas être autre qu'écologiquement fondé. Je crois qu'il faut bien l'avoir à l'esprit, et c'est un peu le prisme par lequel il faut penser l'avenir aujourd'hui. On ne peut pas d'ailleurs la penser autrement, le penser autrement. Donc ça a été cornélien pour choisir ce soir, pour décerner un trophée environnement.
Alors bien sûr, moi j'ai ma petite sensibilité liée à l'océan, évidemment. Donc on a bien brainstormé, on a bien pris le temps de bien choisir. Boris, c'est vrai que chez De Richebourg, l'environnement, c'est fondamental, hein, quel que soit le service que vous rendez. Aujourd'hui, vous sentez, vous, réellement une prise de conscience, quelque chose qui se passe dans la société? Alors, oui, merci. Alors oui, bien sûr, une prise de conscience, mais elle n'est jamais suffisante. Alors on peut en parler, on peut en reparler, il faut en parler constamment. Le groupe, c'est à peu près 40 000 personnes. On essaye tous les jours, sur différents pays, d'avoir un vrai impact, en fait, sur toutes ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que l'héritage qu'on va laisser finalement à nos enfants, on en parlait beaucoup, est extrêmement important. Alors oui, le jury a été composé, on a vu qu'il y a des structures qui sont absolument fabuleuses. Et finalement, quand je suis là, je ne sais pas si c'est les structures qui ont le plus de chance ou si c'est moi, finalement, qui m'associe pour remettre un prix. Je crois parce que qu'on c'est en a absolument beaucoup, fabuleux. effectivement, d'être là ce soir. Ouais. Absolument. Est-ce que je vous laisse ouvrir l'enveloppe pour que nous découvrions le nom du lauréat? Je vais essayer de le faire avec le micro. Allez, je vais le tenir. Non. Le gagnant est? Le gagnant est Michelin pour le trophée environnement. Cyril Roger nous rejoint, directeur scientifique chez Michelin. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et oui, et je ne suis pas directeur artistique chez Michelin, malgré ce qu'on pourrait croire en voyant ce pneu. On s'était dit d'ailleurs, quand on a vu, parce que vous étiez venu dans l'émission nous présenter ce pneu, qu'effectivement, il y avait cette dimension artistique. Comment est-ce que vous définiriez cet objet? Parce qu'on se dit, Michelin, mais attendez, Michelin se tire une balle dans le pied en créant un pneu qui ne va jamais s'user. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de réactions, de surprises et d'étonnement quand on a présenté ce concept en 2017. C'était une volonté forte de notre président, Jean-Dominique Sénard, de montrer comment on illustrait la mobilité de demain, une mobilité plus propre et plus durable. Et c'est exactement ce qu'on a créé, cette sorte d'éponge qui est en fait un ensemble pneu-jante qui à la fois est increvable, comme vous l'avez dit, qui sera fait de matériaux biosourcés et recyclés. Donc on va trouver des plastiques, on va trouver effectivement du bambou, des copeaux de bois, et il sera connecté avec l'utilisateur. Donc on pourra le recharger, c'est le dernier élément, on pourra le recharger à la demande en fonction des besoins des utilisateurs. Donc on ne va pas le jeter à la fin de sa vie comme on le fait habituellement. Et donc effectivement, on va avoir un changement profond de notre façon de faire de la vente de pneus. Quand est-ce que nous pourrons chausser nos voitures de ces pneus? Alors en fait, c'est une vision, donc c'est forcément quelque chose qu'on va avoir peut-être dans 20 ans. On est sur du long terme. Mais par contre, ce seront des innovations qu'on va trouver dans les pneus de tous les jours et qui vont se concrétiser au fur et à mesure des projets de Michelin, parce que derrière tout ça, ce sont des vrais projets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. On va peut-être dire un mot de notre sélection. J'aimerais, pouvoir, au nom du jury, justifier ce choix, puisque nous avons précédemment récompensé plutôt des projets start-up ou à petite échelle, parfois ultra-locales. Et là, on a décidé de récompenser une entreprise qui figure au CAC 40, une entreprise, une multinationale. Pourquoi ce choix? Eh bien parce que, et là je vais parler en tant que présentatrice de l'émission Thalassa, vous n'êtes pas sans savoir que la pollution plastique, microplastique, est liée principalement à l'usure des pneus sur nos chaussées. 30% vient de cette usure des pneus et aussi des fibres des vêtements synthétiques dans les machines à laver qui échappent aux étapes de traitement en station d'épuration. Voilà pourquoi il est très important de mettre au point un pneu, une roue, de réinventer la roue de manière beaucoup plus écologique parce que les océans souffrent énormément. Il y a la partie macro, cet océan de plastique, ce continent de plastique, mais il y a aussi les petites particules. On est vraiment en train de créer ce que l'on appelle la plastocène, donc une couche sédimentaire au fond des océans. Il faut des millions et des millions d'années pour créer une couche sédimentaire. On est en train de vraiment saccager nos océans. Et je crois que si la problématique est industrielle et massive, la solution doit être aussi industrielle et massive. Alors merci. Merci beaucoup. Alors merci, je vais quand même dire un petit mot parce que j'ai découvert les autres projets aussi dans la préparation.
Et franchement, il y a des très très beaux projets dans ce domaine environnement. Donc je voudrais aussi saluer les autres projets qui étaient associés à l'environnement. Je pense qu'on peut tous faire des progrès. Comme vous l'avez dit au début, voilà. On a besoin tous de mobilité, on a besoin de manger, on a besoin de s'habiller. Par contre, on peut faire des choses pour que demain soit différent et soit meilleur que ce qu'on a tous fait jusqu'à présent. Donc merci à Europe 1, parce que même pour une grande entreprise du CAC 40, c'est important pour nous de savoir que ce qu'on fait, c'est conforté par ce prix. Et donc merci beaucoup. Le voici ce prix à d'ailleurs. vous. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la salle ensemble. Nous passons donc ensemble au 5e trophée, 5e trophée Europe 1 de l'avenir, dans la catégorie, justement nous en parlions, mobilité. La carte mobilité de Mulhouse. Imaginez une application qui vous permette de louer une trottinette, un vélo ou une voiture, de prendre le bus, le tram, sans à chaque fois avoir besoin de faire des démarches ou d'acheter un ticket. Eh bien, c'est ce qu'a fait justement l'agglomération. L'application fonctionne depuis le mois de septembre et elle facilite évidemment la vie des usagers de la métropole. GéoVélo, vous êtes adepte du vélo et vous voulez savoir quel est le chemin le plus rapide pour aller de chez vous, par exemple, à votre travail, ou bien le chemin le plus sûr. Eh bien, GéoVélo vous propose les 2 itinéraires. À vous de choisir sur l'application. Elle vous guide grâce à des commandes vocales et vous permet aussi de renseigner d'éventuels problèmes rencontrés sur votre parcours. Aujourd'hui, GéoVélo est dans 15 villes, téléchargé plus de 120 000 fois. Le Space Train, c'est un train, comme son nom l'indique, qui est un peu dans l'espace, mais pas vraiment posé sur des rails, mais sur des coussins d'air. Il va à très très grande vitesse, il nous fait voyager à plus de 500 km/h. Son créateur s'est en fait inspiré de l'aérotrain de Jean Bertin dans les années 60, mais celui-là devrait être réellement testé dès l'année prochaine. Ça va se passer entre Paris et Orléans. Valeo, c'est la voiture autonome. Vue de l'extérieur, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un véhicule comme les autres, mais dedans, Drive for You, c'est son nom, est en totale autonomie. Elle détecte les piétons, les feux, les vélos. Avec ses 8 scanners embarqués, elle voit tout. Elle devrait bouleverser notre rapport à la route dans le futur, et c'est une première. Enfin, WeGoTo, l'application a été inventée pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Une fois téléchargée, elle va vous dire quel itinéraire emprunter pour aller d'un point A à un point B sans trouver d'obstacles sur votre chemin. Le guidage prend en fait tout en compte, y compris les trottoirs, le revêtement et même les pentes ou les escaliers. Ça marche à Grenoble pour l'instant, mais l'appli a évidemment vocation à se développer partout. Et pour remettre le prix de la mobilité, j'appelle à mes côtés Pierre de Villeneuve qui présente le grand journal de la mi-journée sur Europe 1 à 12h30, ainsi que Tout roule le dimanche à 18h50, et Frédéric Mazella, président fondateur de Blablacar, qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être l'un de mes coachs dans la France qui bouge tous les jours sur Europe 1. Bonsoir messieurs. Bonsoir Raphaël. La mobilité, c'est aujourd'hui quelque chose de complètement différent. On ne pense plus uniquement voiture, trajet, maison, travail. On pense communauté quand on parle de mobilité. Oui, on pense aussi à toutes les révolutions que la mobilité est en train de voir. C'est-à-dire que ça devient partagé, ça devient connecté, ça devient autonome. Enfin, quand on pense à la mobilité il y a 10 ans et quand on essaie d'imaginer la mobilité dans 10 ans, on se rend bien compte que tout est en train de changer. En même temps, voilà, c'est des choses qu'on fait tout le temps et qu'on a toujours fait, de changer de moyens de transport, d'en utiliser plusieurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, notamment, nous amènent des nouvelles possibilités qui font qu'on se déplace différemment, plus aussi, et puis en utilisant plusieurs moyens de transport parce que c'est facilité par l'information. Pierre, il y a énormément de choses qui se passent dans le monde de la mobilité en général. Et qui vont se passer. On voit là quand même des projets qui allient la solidarité et la mobilité. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus une trottinette, c'est plus un vélo, c'est plus une voiture, c'est tout un monde qui bouge. Et c'est ce que disait Alexandre Mars, c'est-à-dire que tous les jours, dans le futur, on va avoir de nouveaux projets et c'est absolument formidable. Alors, est-ce que vous voulez que nous ouvrions cette enveloppe pour découvrir ensemble le nom du gagnant ou de la gagnante? Je veux bien. Le gagnant est le trophée mobilité est remis à WeGoTo. WeGoTo. Quentin Mourcourt qui va nous rejoindre, l'un des 2 fondateurs de l'application. Venez, venez. Bonsoir à tous. Alors, je le disais tout à l'heure, Grenoble pour l'instant, mais ça va se développer.
Oui, exactement. Alors, oui, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir couvrir l'ensemble des agglomérations françaises, européennes et mondiales. Parce que ce qui n'est pas dit dans ce qu'on fait dans l'application, c'est vraiment qu'il faut pouvoir collecter toutes les données de l'ensemble de ces cheminements. Et c'est aussi ce que nous faisons chez WeGoTo pour avoir justement les informations pour les donner à l'ensemble des utilisateurs. Le coach Le réflexe. Non, ce que je trouve de super, c'est que justement, on parle souvent du fait que les progrès, ça doit être vraiment le plus inclusif possible. Et là, on en a l'exemple parfait, c'est-à-dire que c'est des nouvelles technologies à destination de toute une population importante, mais qui n'est pas la population massive. Et c'est très très bien que justement on puisse donner accès avec ces nouvelles technologies à une meilleure mobilité à tout le monde. C'est vrai que généralement les plateformes, quand elles se développent, elles cherchent à servir les 90% qui vont pouvoir créer tout le trafic. Et là, on a vraiment une application d'ordre très utile pour la mobilité. Et puis la mobilité, c'est la liberté. On l'oublie souvent, mais pouvoir se déplacer, c'est quand même la liberté. Donc je trouve qu'avant tout, c'est une application qui donne beaucoup plus de liberté à des personnes qui en ont très besoin. Pierre ? Et c'est l'homme qui déplace les Français dans la France qui bouge qui le dit. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Bravo en tout cas. Et le vélo aujourd'hui prend de plus en plus de place aussi dans la société française, il faut bien dire les choses. Bien sûr, le vélo, la trottinette électrique, on en parle beaucoup aussi. Voilà. On parle réglementation aussi d'ailleurs. Exactement, voilà. Mais c'est vraiment, vous disiez, ça concerne une population très précise, que c'est une population qui a des besoins très précis en mobilité, mais ça s'adresse vraiment à tous, parce qu'il faut tous justement qu'on ait ces informations pour pouvoir mieux se déplacer aujourd'hui. Merci Quentin. Merci à vous. Bonne continuation à WeGoTo. Merci. Trophée européen de l'avenir dans la catégorie mobilité. On va maintenant découvrir ensemble, si vous le voulez bien, la catégorie collectivité avec la nomination des différents sélectionnés. On va commencer par la communauté de communes Thiérache, Sambre et Oise. C'est dans l'Aisne, il y a 2 ans, qu'est né ce projet de service public itinérant. Car pour certains Français qui vivent dans des territoires reculés ou enclavés, c'est compliqué de devoir se déplacer pour aller faire des papiers. Alors un camping-car s'est mis à sillonner les routes à leur rencontre pour faire les impôts, les papiers de sécurité sociale, les cartes grises. Tout est possible. Le système permet aussi de lutter contre l'isolement et il devrait être à l'étude dans d'autres territoires. La métropole européenne de Lille, elle a mis en place un label « Je mange local ». Cela fait plus d'1 an maintenant que le projet est lancé avec le département du Nord, mais aussi la région des Hauts-de-France. Aujourd'hui, dans 182 établissements, on utilise en priorité les produits de proximité, que ce soit dans les écoles, dans les collèges, les lycées et même les établissements médico-sociaux. La ville de Paris, elle a mis en place avec les bailleurs sociaux une plateforme échange HLM. Le système fonctionne depuis le mois de septembre. L'idée est très simple. Vous avez un nouvel enfant, vous cherchez quelque chose de plus grand. En face, un couple a vu partir son dernier ado de la maison et veut plus petit. Un échange est possible. C'est le Tinder du logement social, dit la ville, qui veut aussi l'étendre au printemps à toute la région Île-de-France. Les pompiers du Berry. Vous vous demandez peut-être où finissent les tenues des hommes du feu. Eh bien, chaque année, sachez que ce sont près de 350 tonnes d'uniformes qui sont enterrées dans des centres d'enfouissement. Alors, les pompiers du Berry ont eu l'idée de les recycler et d'en faire de l'isolant. Une fois broyés, ces tenues deviennent des panneaux pour les logements, panneaux pour le transport aussi. Le projet expérimental est en train d'être certifié. Enfin, la ville de Valenciennes, ça fait 4 ans déjà que la ville a créé une conciergerie pour seniors, une initiative qui permet aux personnes âgées de bénéficier de services comme du bricolage ou du petit jardinage et qui permet en même temps d'avoir une visite et donc de lutter contre l'isolement. Ce sont plus de 8000 personnes à Valenciennes qui en bénéficient. Pour remettre le trophée européen de l'avenir dans cette catégorie collectivité, j'appelle à mes côtés sur scène l'ancien président de la République et président de la Fondation La France s'engage, François Hollande, et ma complice dans cette émission de La France qui bouge tous les jours de 13h à 14h, Elisabeth Assayag. Monsieur le Président, c'est un honneur de vous avoir avec nous, évidemment. Je voudrais, avant de vous laisser la parole, dire un mot de ce que fait Elisabeth avec nous tous les jours, entre 13h et 14h, parce que ces projets,
On les a tous vus défiler avant de les sélectionner, Elisabeth. Tout à fait. Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bien, on le voit tous les jours dans l'émission La France bouge. On voit des talents qui émergent, parfois des talents qui sont un peu cachés. Et on voit aussi que la force de notre pays repose en grande partie sur l'énergie locale. Dans chaque coin de France, il y a des personnes qui osent et qui prennent en considération les besoins des habitants. Et ainsi, c'est par le local que l'on crée des passerelles pour les grands enjeux de la planète. C'est dans le local que l'on raconte le monde d'aujourd'hui. Ces initiatives locales sont souvent poussées par un tissu associatif puissant, un tissu associatif inventif, et elles sont encouragées par des élus ou par des associations, notamment à travers votre fondation, La France s'engage. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très fiers ce soir de vous accueillir, Monsieur le Président, au Trophée de l'Avenir Europe 1, car faire rayonner cette énergie, eh bien, c'est désormais votre combat. Monsieur le Président, s'engager, finalement, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien, dans notre vie de tous les jours. Oui, il y a beaucoup plus d'engagement en France qu'on ne le suppose. Je ne parle pas de l'engagement simplement politique, ou l'engagement syndical, ou l'engagement militant ou de rue. Je parle de l'engagement qui va changer et la vie de celui ou de celle qui va faire cet acte et des personnes qui vont en être les bénéficiaires. Et je voulais, après ma présidence, donc pouvoir poursuivre une initiative que j'avais lancée, La France s'engage, qui finalement était très liée à La France bouge. À force de bouger, on finit par s'engager. Quelquefois, quand on s'engage, on finit par bouger. Donc alors, il y avait là cette convergence d'attention, d'intérêt, et ce qui est tout à fait extraordinaire, je crois, dans un pays comme la France, qui peut avoir plein de convulsions, plein de soucis, plein de problèmes, c'est qu'il y a énormément de personnes qui, de manière tout à fait gratuite, bénévole, solidaire, eh bien, ont des idées pour les autres. Et moi, ce que je voulais, et votre initiative correspond parfaitement à cet objectif, c'est permettre une rencontre entre la technologie et la solidarité. C'est-à-dire que beaucoup de ces initiatives, les vôtres, correspondent à des innovations technologiques tout à fait majeures et peuvent rendre davantage de services sans qu'il y ait nécessairement un but lucratif. Donc, je ne sais pas ce que va être le lauréat, mais il aura contribué à rentrer dans cette logique de mettre son action au service des autres. Est-ce que vous avez justement découvert, vous, des choses que vous n'imaginiez pas en sillonnant cette France qui s'engage, cette France qui bouge? J'avais la prétention de la connaître, mais on la découvre tous les jours. Vous avez, je suis sûre, été surpris parfois. Non, ce qui m'a surpris, ce ne sont pas tellement les territoires, parce qu'ils sont irrigués par beaucoup d'initiatives, et notamment les territoires ruraux. Parce que quand c'est plus difficile de circuler, on s'organise. Quand c'est plus compliqué de se faire soigner, on se regroupe. Mais c'est surtout les personnes qui m'ont finalement passionné et qui m'ont surpris. C'est-à-dire des jeunes, beaucoup de jeunes, qui ont pu faire des études brillantes et qui, à un moment de leur vie, se disent comment je peux réussir mon existence. Et plutôt que d'aller vers une entreprise lucrative, peut-être qu'ils iront un jour, vont décider de passer plusieurs années à changer la vie, la leur et celle des autres. Et j'ai trouvé des associations assez exceptionnelles. Je ne peux pas les citer toutes. Des gens qui ont mis des drones pour apporter de l'énergie là où il n'y en avait plus. Des personnes qui font des déménagements avec des vélos, ce qui m'a quand même un peu surpris. Eh bien, ils y arrivent. Donc, des personnes qui, dans les hôpitaux, ont compris que les enfants pouvaient connaître des épreuves terribles et qui les accompagnent par des jeux interactifs et électroniques, ce qui apaise considérablement ces enfants et ce qui se généralise dans tous les hôpitaux. Donc moi, ce que je voulais, c'était surtout qu'une initiative qui naît quelque part puisse demain être possible d'accès pour tous. Et donc dans les
initiatives que nous labellisons, que nous soutenons, c'est ce côté généralisable que nous retenons. Donc je ne sais pas ce que ça va être, mais il faut absolument que ce lauréat puisse offrir ce service à tous les autres. Eh bien, je vous propose de le découvrir ensemble, si vous le voulez bien. Je vous tiens votre micro ? Non, j'ai compris la technique. C'est mieux parce qu'il y a le petit bruit de l'enveloppe qui s'ouvre. Non, parce que je ne voulais pas passer pour un assisté au prétexte que j'avais été président de la République. Alors, c'est le SDIS de l'Indre, c'est-à-dire les pompiers de l'Indre. Et j'appelle le commandant Paul Malassigné à nous rejoindre sur scène. Ils sont là, les pompiers Ils sont là, regardez, ils arrivent. Ils sont deux, ils sont en tenue, je dis ça. Bonsoir et bravo, on est vraiment ravis parce que, allez-y, on va distribuer, voilà, on est comme à la maison, on distribue les micros. Prenez place. C'est important ce que vous faites. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris, mais voilà, les tenues que portent nos pompiers aujourd'hui, on peut en faire quelque chose. On peut les mettre dans les voitures pour protéger peut-être demain les gens en cas d'incendie, quand un véhicule va brûler. On peut les mettre dans des maisons pour protéger aussi les murs, toujours en cas d'incendie. Ça veut dire que cet isolant, il est véritablement utile. Allez-y, mon colonel. Qui veut s'exprimer? Non, juste quelques mots. Respecter. Alors, tout d'abord, vous vouliez des pompiers en tenue, vous les avez sur la scène. Je tiens à saluer d'ailleurs mes collègues pour leur application Permis de sauver. Et puis, vous remercier le jury, les membres du jury, remercier Europe 1 d'avoir bien voulu distinguer cette initiative portée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Indre, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers de ce département, qui ont dépassé leur cadre de mission. Notre mission première, c'est nous sommes des techniciens du risque, des techniciens du secours. Nous nous efforçons tous les jours, au quotidien, d'assurer la bonne distribution des secours. Nous, pour ce qui nous concerne, dans notre département, dans l'Indre, Châteauroux. Et nous avons été confrontés à un contexte particulier, à savoir qu'il fallait que nous rechangions l'ensemble de nos uniformes. Il y a eu une réforme de nos tenues et nous étions confrontés à une masse importante de déchets vestimentaires à absorber. Et c'est là où est intervenue l'idée du commandant Paul-Malassigné. Parce qu'à la base, il faut toujours une idée, puis en plus, il l'a réalisé, c'est de se dire, mais pourquoi pas de ce déchet un déchet, ça vaut pas grand-chose, mais comment le valoriser? Et pourquoi pas en faire des isolants qu'on peut mettre dans les habitations, dans les bâtiments. Nous avons commencé à le faire au niveau du SDIS de l'Indre dans nos casernes. Nous avons isolé avec ces tenues que qu'un partenaire industriel déchiquette, compresse, qui sont des tenues qui ont des fibres particulières. Nous en avons fait de parfaits isolants. Et moi, qui suis le directeur départemental du SDIS de l'Indre, je n'ai eu qu'un seul mérite, c'est de ne pas tuer l'initiative d'un cadre qui avait aussi par ailleurs d'autres missions, puisqu'il est en charge au quotidien d'assurer l'acquisition, la maintenance de 300 véhicules d'incendie, de construire, de rénover les casernes d'un beau territoire qui est l'Indre, un département parfois en dessous des radars médiatiques, parfois méconnu, mais qui est riche d'une histoire, d'une culture, et dans un département dans lequel se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vitalité. Je vous engage d'ailleurs les uns et les autres à venir visiter notre département. Je fais un peu de marketing territorial. Vous m'aviez caché que vous étiez aussi à l'Office du tourisme. Oui, non, mais je fais du marketing. Je ne suis pas issu du département de l'Indre, mais je suis né en région parisienne. J'y travaille depuis quelques années, mais c'est des gens qui sont attachants et qui Et si ce trophée peut permettre de rendre attractif notre territoire, c'est tout ce que je lui souhaite. Merci de m'avoir écouté. Monsieur le Président, un mot.
Ah non, mais je connais très bien l'Indre parce que pour aller en Corrèze de Paris, on passe nécessairement par l'Indre, Châteauroux, Argenton-sur-Creuse, etc. Mais maintenant que je sais que les tenues sont recyclées et que tout est isolé ou isolant dans l'Indre, je trouve que là, ça vaut la peine de saluer cette initiative. Mais l'Indre est un territoire isolant, mais pas isolé. Sachez-le. Bravo. Commandant Malassigné, j'ai une question à vous poser, parce qu'effectivement, c'est vous qui avez eu cette idée, cette bonne idée. Vous m'avez dit, quand on s'est vu la dernière fois à Europe 1, on peut faire ça à grande échelle, à très grande échelle, parce que ce sont les pompiers du monde entier, finalement, qui peuvent mettre ces tenues au service de tout le monde demain. Où en êtes-vous de cette initiative? Comment est-ce que vous avez pris contact avec les autres départements? Alors, non seulement les sapeurs-pompiers, mais toutes ces fibres sont utilisées dès qu'il y a un risque électrique, inflammable. Et en fait, on se rend compte que lorsque les sapeurs-pompiers vont mettre en déchetterie, globalement sur l'ensemble de la France, 350 tonnes, c'est 3500 sur la France qui sont enterrés chaque année. Et en Europe, vous pouvez facilement multiplier par 10. Et vous pouvez encore multiplier par 3 sur le reste de la planète. Donc vous voyez, il y a vraiment un travail important à faire. Nous ne sommes qu'au début. Y compris avec les constructeurs automobiles? Alors, ça c'est le déploiement après. C'est-à-dire que cette économie circulaire, elle est en place. C'est une bicyclette, il lui faut de l'énergie pour qu'elle ne tombe pas. Et derrière, tous les déploiements industriels seront les bienvenus. Donc j'en appelle naturellement à tous ceux qui ont des idées dans la salle, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. C'est magnifique ce que vous faites tous collectivement, c'est bluffant. Et bravo à tous. Je ne sais pas trop quoi dire quand on voit ces choses merveilleuses. Je voudrais juste simplement terminer là-dessus, si vous me permettez. C'est qu'on a parlé beaucoup de sens. Et je me suis dit, après tout, pourquoi finalement on fait des projets comme ça le soir, sur du temps de repos, alors qu'on a un travail et quel est le sens de tout ça? À quoi ça rime? Et je voudrais juste vous raconter une petite histoire que vous connaissez, mais je pense qu'elle est importante ce soir. Dans la savane, il y a un grand feu. Alors il y a des flammes qui commencent à monter, et puis on dit les animaux commencent à partir un peu, à avoir peur, et puis ils se disent qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. Et puis les flammes montent jusqu'au ciel. Le ciel commence à s'obscurcir, et là d'un seul coup les conseillers du roi viennent le voir et lui disent, le roi c'est le lion naturellement, attention, là il commence vraiment à y avoir un problème. Non, il ne peut pas y avoir de problème pour moi, je suis le roi. Si, là il y a un problème. Et donc tout le monde décide de fuir. Tout le monde fuit, y compris le roi, et au bout d'un moment le feu gagne, ça devient tellement énorme que même le roi commence à courir, perd beaucoup de sa superbe, il file. Et d'un seul coup, il observe dans le ciel une petite allée-venue, c'est le colibri, un petit oiseau minuscule. Vous savez, ce petit, quasiment un insecte, on ne sait pas trop si c'est un oiseau ou un insecte. Il fait des allers-retours, puis au bout d'un moment, le bruit du colibri qui revient lui le fatigue, il s'arrête, il va vers le feu, et il repart vers le point d'eau où tout se dirige pour être sauvé. Et le roi s'arrête, arrête le colibri, il dit « Mais colibri, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un tintamarre infernal, fuis, sauve avec nous !» Et là, le colibri, il lui dit, mais, Monseigneur, je vais chercher de l'eau et je le jette sur le feu. Et s'il n'avait pas peur, le roi rirait et dirait, mais colibri, en fait, tu as perdu l'esprit, tu es fou. Tu as vu ta taille, tu as vu la taille de l'incendie. Et là, le colibri le regarde, un peu embêté, et se désaveu, il lui dit, ouais, mais je fais ma part. C'est juste ce que je voulais vous dire ce soir. Bravo, bravo. Alors, on est presque à la fin de cette cérémonie des trophées. J'en vois qui s'impatientent. On va, si vous le voulez bien maintenant, découvrir ensemble le trophée européen de l'avenir dans la catégorie santé. Diabeloop. Il y a en France près de 4 millions de diabétiques et une partie d'entre eux est obligée de se faire des piqûres d'insuline plusieurs fois par jour. Pour que ça cesse et que ne se pose plus la question du dosage, la start-up a inventé une forme de patch qui se colle sur le bras avec un capteur sur le ventre et le tout relié à un smartphone, celui du patient. Ce pancréas artificiel, c'est comme ça qu'on le surnomme, va révolutionner la vie des malades. Il est commercialisé cette année.
H4D, quand on vit dans des endroits reculés ou des zones où il n'y a pas de médecin, c'est vrai que ça n'est pas simple d'avoir une consultation. Alors, un praticien a eu l'idée de créer une cabine H4D où, une fois installé, eh bien, le patient est en face à face via un écran avec le médecin qui le guide, par exemple pour prendre sa tension, mais aussi pour faire un électrocardiogramme et tout un tas d'autres examens. Il y a aujourd'hui en France une 50aine de cabines installées. Emarina, cette start-up bretonne, a créé un sang universel issu de vers marins, car ils ont une particularité, ils contiennent une molécule qui permet en fait de conserver 4 ans, oui, vous avez bien entendu, 4 ans le sang. Cette découverte va permettre de conserver, par exemple, des organes plus longtemps en cas de greffe et donc de sauver davantage de vies. La commercialisation a débuté cette année après un long, très très long combat. Spinali, la start-up a mis au point un pansement connecté. Il permet, grâce à un système de capteurs, de repérer les infections et donc d'alerter. La commercialisation est prévue très bientôt pour le produit imaginé par la jeune pousse mulhousienne, avec d'autres applications, comme par exemple la possibilité de commencer le traitement pour empêcher la progression de l'infection. Wondercraft, la start-up a inventé ce qu'on appelle l'exosquelette. Et non, ce n'est pas de la fiction. Mathieu Masselin s'est en fait inspiré des films qu'il voyait, c'est vrai, à la télé, pour se dire oui, on peut le faire. Sa machine a donc le pouvoir de se refermer sur les membres d'une personne handicapée, de la faire se lever et marcher. Un progrès énorme, évidemment, qui va servir notamment dans un tout premier temps au centre de rééducation. Voilà pour les nommer dans cette catégorie santé. J'appelle pour remettre le trophée de l'avenir Laurent Guimier, vice-président directeur général d'Europe 1, et le professeur Laurent Lantieri, que vous connaissez tous puisque nous lui devons une première mondiale, la greffe du visage. Messieurs, bonsoir. En détaillant les différents projets, moi, ce qui me frappe, c'est qu'à chaque invention, finalement, on se dit, mais c'est chez nous, en France, que c'est en train de se faire, Laurent Lantieri. Oui, je trouve ça absolument merveilleux, parce qu'on regarde toujours ce qui se passe à côté, mais il faut regarder ce qui se passe en France et vers l'avenir. On est toujours en train de nous dire les statistiques de santé, tout ça est difficile, très compliqué. Les statistiques, ça regarde le passé, et les start-up que nous voyons là aujourd'hui, elles regardent l'avenir, et l'avenir de la santé, c'est ce qui nous concerne tous. Il y a de l'espoir aussi, Laurent. C'est important, on le disait dès le départ, ces trophées de l'avenir, c'est ça aussi qu'ils veulent créer, susciter. Bien sûr, moi je n'ai aucune compétence scientifique, donc je ne vais absolument pas me prononcer sur quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand on voit ces solutions pour les diabétiques, notamment le calvaire individuel que vivent les personnes qui doivent se piquer 1 ou 2 fois, 3 fois par jour. Oui. Bon, c'est vrai que sans aller trop loin dans la manipulation de l'espoir, on se dit qu'on a vraiment des raisons de penser que les choses avancent vite. Après, c'est le rôle d'un média aussi, d'être capable de faire attention. Et ça, c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi à Europe 1, de ne pas toujours aller au plus spectaculaire, au plus loin, même si on a vu des choses extrêmement spectaculaires là, en se disant que les faux espoirs sont parfois pires que les mots. Est-ce que je vous laisse ouvrir cette enveloppe et nous faire découvrir le nom du gagnant ? Je peux toujours tenir le micro. Je vais essayer de l'ouvrir sans me greffer un 3e bras. Professeur, le gagnant est ? Le trophée de la santé est décerné à Emarina. J'appelle Franck Zal qui va nous rejoindre. Franck Zal, le fondateur d'Emarina. Bonsoir. Franck, on se connaît, on s'est vu à Europe 1. Vous m'avez dit, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en vous présentant, que ça a été un long combat, qu'il a fallu véritablement s'acharner pour imposer l'idée que oui, c'était possible. Oui, tout à fait. En fait, Emarina, c'est à peu près 25 ans de ma vie. Donc, en fait, j'ai passé en fait, une grande partie de ma vie en fait, dans un établissement de recherche publique qui s'appelle le CNRS, pour faire de la recherche fondamentale. Et en fait, en travaillant sur une question qui intéressait personne, c'est essayer de savoir comment un ver marin était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Ça n'intéressait absolument personne. Et en fait, on a trouvé chez ce ver marin en fait, l'ancêtre de nos globules rouges. Et aujourd'hui, en fait, avec ce produit, on est capable de faire de la transplantation d'organes. On a justement participé avec le professeur Lantieri. À notre niveau, en fait, on a apporté ce produit qui a permis en fait, de faire cette seconde greffe du visage.
On effectue en fait aujourd'hui des pansements qui sont capables d'augmenter la vitesse de cicatrisation ou même remplacer les globules rouges avec ce produit qui était sous nos pieds, qui était sur les plages de Bretagne. Et c'est un long chemin parce qu'il faut convaincre. Vous savez, quand vous avez une idée comme ça... Se battre aussi contre des lobbies parfois. Oui, il y a des lobbies. Vous savez, le sang, c'est quand même un monopole d'État. Donc il faut lutter contre ce monopole d'État. Et surtout que, en fait, quand vous avez une innovation de rupture comme celle-ci, ça passe souvent par 3 phases. Vous imaginez au démarrage, quand je disais que j'allais sauver des vies avec un verre marin, les gens me disaient « mais c'est complètement ridicule, tu es complètement fou ». Et puis après, c'est passé par la phase « mais il va y arriver quand même, donc c'est dangereux, il va nous injecter de l'hémoglobine de verre marin ». Et puis maintenant, aujourd'hui, tout le monde me dit « mais j'y avais pensé avant toi ». Et donc mais c'est le chemin qu'il faut tenir. Professeur Lantieri, vous avez eu... le privilège, la chance, je ne sais pas, je ne savais pas que j'aurais le grand plaisir de décerner ce prix à Emarina, à côté des autres startups qui sont aussi extraordinaires. Et c'est vrai, comme l'a décrit Franck Zal, de démarrer de la recherche fondamentale dont tout le monde se fout immédiatement. Qu'est-ce que ça peut faire, ce verre marin? Mais c'est comme si on avait demandé à Marie Curie de trouver quelque chose pour regarder à travers les organes. Elle n'aurait jamais trouvé les rayons X. Et c'est la recherche fondamentale qui parfois débouche sur des grandes découvertes. Et il faut remercier d'avoir des institutions publiques, le CNRS, l'INSERM, qui apportent beaucoup et qui nous permettent d'avancer. Et puis derrière, des gens qui vont continuer pour mettre ça au service de tout le monde, comme Franck. Il faut ce grain de folie, finalement. Vous disiez folie. Il faut un grain de folie. Et puis, alors, tout à l'heure, on mentionnait Gilles Boeuf. Et j'aime bien la phrase de Gilles Boeuf, qu'elle a repris de Léonard de Vinci. Et souvent, il dit, en fait, regarde vers la nature, c'est là qu'est ton futur. Souvent, en fait, on a envie d'inventer des choses qui n'existent pas, mais la nature, c'est 4,5 milliards d'années de recherche et de développement. Donc nous, on a récupéré 450 millions d'années de recherche et développement, puisque ce verre, il a 450 millions d'années. Et souvent, en fait, la nature, elle a déjà découvert des choses avant nous. Donc protégeons la biodiversité, protégeons la nature. Et ce verre-là, j'espère que demain, il va sauver des millions de vies. Merci. Bravo et merci. Merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et oui, c'est passionnant, c'est formidable. On découvre des choses tous les jours. On a cette chance d'être un peu des découvreurs avec cette émission. Et je remercie d'ailleurs Laurent de m'avoir donné cette chance de pouvoir l'animer parce que tous les jours, je me lève un peu plus gai, avec un peu plus d'énergie en me disant que je vais croiser des gens formidables. Alors justement, des gens formidables, il y en a encore. Et cette fois-ci, c'est vous, les auditeurs d'Europe 1, les gens qui n'avaient pas forcément connaissance des dossiers, qui les avaient choisis. Alors pour ces coups de cœur, dernière catégorie, je voudrais vous présenter Aglaé. Sophie Humbert a eu l'idée de créer des fleurs qui brillent dans la nuit. C'était il y a 2 ans. Et depuis, la jeune femme a créé un sérum 100% biodégradable pour que les fleurs, les plantes dans lesquelles ce sérum est injecté deviennent phosphorescentes. À terme, ce n'est plus seulement les bouquets de nos maisons qu'elle pourra illuminer, mais les parcs des villes, pour remplacer la lumière électrique. FlexSense, c'est le nom d'une huître anti-vol inventée par Emmanuel Parlier en Vendée. De l'extérieur, c'est vrai, on dirait une vraie, mais dedans, c'est un objet connecté qui permet de surveiller les parcs des ostréiculteurs, car ce sont chaque année, écoutez bien, plusieurs dizaines de tonnes de coquillages qui sont dérobés. L'Uni, c'est une boîte à histoires pour les enfants. Elle ressemble à s'y méprendre à un transistor, mais c'est l'enfant qui choisit et qui décide du personnage, du lieu, des éléments qui vont participer au récit. Au fur et à mesure, il invente la suite. C'est une manière de développer son imaginaire et de le tenir aussi éloigné des différents écrans. Au GOX, on est tous, c'est vrai, très sensibles chaque année aux inondations, aux périodes de crue. Mais dans les Hautes-Pyrénées, une start-up a inventé un système d'alerte. Il agit comme un objet connecté qui permet de mesurer la montée des eaux et de prévenir aussi en temps réel. On gagne du temps, y compris évidemment sur les évacuations, dit son fondateur, parce que c'est aujourd'hui 11% de la population qui est exposée. Enfin, Timescope, vous voulez peut-être découvrir un monument ou un lieu comme il était par le passé, c'est possible désormais grâce à cette borne installée par exemple place de la Bastille. Il vous suffit de placer vos yeux dans les jumelles pour être téléporté en 1789. Aujourd'hui, Timescope nous permet d'être en immersion dans l'histoire.
Ce sont 125 000 personnes qui l'ont d'ores et déjà utilisé. Et pour remettre le trophée de l'avenir des coups de cœur européens, j'appelle de nouveau le président du jury, Alexandre Mars, et Nikos Aliagas, qui vous réveille tous les matins sur Europe 1 dès 7h. Passionnant, passionnant. On a appris plein de choses. Superbe. Alors, Alexandre, on parlait dès le départ de la difficulté de choisir. Là, ce sont les auditeurs d'Europe 1 qui ont sélectionné. Moi, j'étais très content. Là. Avec le jury, on s'est dit, on n'a plus rien à faire. On n'a qu'à espérer. On avait déjà pas mal travaillé. En tout cas, ouais, ce que vous avez dit, quand je vous disais tout à l'heure que la qualité des nommés, c'est impressionnant. Et c'est impressionnant, tout à l'heure, on disait ça, les jeunes qui sortent d'école aujourd'hui, 20% des jeunes qui sortent d'école veulent travailler dans le social. 20% de ces jeunes veulent avoir l'impact que ce qu'on a pu découvrir ce soir. Nikos, un coup de cœur, par définition. Ce qui concerne la santé. C'est compliqué de savoir. Oui, et puis, non, on parle beaucoup d'intelligence scientifique, d'intelligence artificielle ce soir, d'intelligence et de bon sens. Et effectivement, mais oui, le sens, c'est un mot-clé qui revient, c'est dans l'air du temps. On a besoin, mais pas seulement. Je crois que les gens ont besoin de nous aussi, qu'on soit dans cette démarche, dans cette direction. Et c'est vrai que c'est le coup de cœur des auditeurs. Et sans auditeurs, c'est pas possible. Sans regard différent, ça n'est pas possible. C'est eux qui nous montrent aussi la direction. J'ai appris beaucoup de choses. Je pensais que tout à l'heure, quand tu parlais des coups de cœur, si j'en avais un, ce qui tournait autour de la santé m'a vraiment beaucoup impressionné. Attention, j'ouvre l'enveloppe. Oui, on voit le spécialiste quand même. Hein. J'en ai ouvert quelques-unes dans ma vie. Ouais. Tu l'as fait souvent, non? Oui, ça m'a... Peut-être. Tu veux du suspense ou j'y vais plus? Oui, tu peux, fais durer un petit peu le plaisir. Le gagnant? Le trophée coup de cœur des auditeurs a été attribué à... Vous le saurez juste après. On n'a pas de buzzer. Luni, Maël Chassard. Et sa boîte à histoire pour les enfants. Ah bah, elle est pas venue seule, Maëlle. Waouh. Bravo. Venez. Maëlle et son équipe. Mademoiselle. Pardon. Le trophée, il faut le prendre. Maëlle, c'est une très belle histoire que vous nous racontez avec ce transistor magique qui nous permet de rêver finalement et d'inventer la suite, d'inventer ce qu'on a envie. Tout à fait. On parlait de sens justement beaucoup ce soir et des nouvelles générations. Et nous, effectivement, on a choisi de les éveiller et de les sensibiliser via nos histoires en les éloignant des écrans qui peuvent parfois être un peu abrutissants. Vous nous présentez votre équipe qui est avec vous sur scène ? Je ne suis pas venue toute seule, donc je suis venue avec mes 3 associés parce que je n'ai pas monté ce projet toute seule. Et c'est avec tous les 4 qu'on a réussi à être là où on est aujourd'hui. Et merci encore aussi au public et à tous ceux qui ont voté. Oui, c'est eux qui vous ont choisi, c'est eux qui vous ont décerné ce prix. Vous aviez pas mal de projets quand on s'est vu à Europe 1. Vous m'avez dit on va travailler avec Disney, on va ressusciter en quelque sorte les premiers Disney pour les mettre dans nos petits transistors. C'était un projet avec les États-Unis. Il y a bien d'autres choses à faire. Vous en êtes où ? On est à l'internationalisation, on se développe donc du coup dans les pays européens et aux États-Unis, et on a beaucoup de travail aussi à faire par nos contenus parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas seulement de l'entertainment, c'est par nos histoires faire passer des valeurs pour éduquer les nouvelles générations et trouver de nouveaux modèles d'apprentissage. Est-ce que les cofondateurs ont envie de dire un mot? C'est le moment. On vous écoute. Ah, vous voyez, c'est pas facile. Moi, je fais ça depuis 2 heures. Non, on est vraiment très fiers d'être ici et on est vraiment très fiers de recevoir ce prix de la part des auditeurs. Et voilà. Oui, c'est une consécration. C'est un très beau prix, celui des auditeurs d'Europe 1. Merci en tout cas à l'Uni. Merci à vous qui êtes là ce soir. Je vais appeler tous les lauréats. Venez donc nous rejoindre sur la scène. Et je vais passer évidemment la parole au président du jury. Donc, si déjà tous les lauréats peuvent venir sur scène, un mot pour les nommer, parce que je pense que vous poussez cette société à aller dans la bonne direction, et puis vous nous inspirez. Donc, c'est quelque chose qui est au quotidien important.
Donc, évidemment, pour ceux qui ont gagné, mais pour ceux qui étaient aussi les finalistes, c'était un sujet et un moment assez délicat de choix. En tout cas, merci pour l'inspiration au quotidien que vous pouvez nous donner. On va appeler le jury aussi, Exactement. qui va nous rejoindre. C'est important, Donc, tu donnes... parce que c'est eux. Oui. Tu les nommes? Philippe Colléon. Fanny. Fanny Agostini. Christian Quentin Clarins. Monsieur Boris, vous pouvez venir. Boris de Richebourg. Venez tous nous rejoindre. Isabelle Juppé. Isabelle. Bérangère. Ça va être un peu compliqué. Bérangère, ça va aller. Bérangère Bonte. Donna Vidal-Revel. Venez nous rejoindre pour cette photo des trophées de l'avenir Europe 1 2019. Alexandre, on a dit énormément de choses ce soir. Moi, j'ai retenu cette quête de sens, cette envie de bien faire, de laisser un monde meilleur, peut-être, comme je le disais au départ, de réparer parfois. C'est important que nous ayons tout ça à l'esprit au quotidien, parce que ce sont les petits gestes finalement qui vont faire changer les choses. Je pense que c'est le travail de chacun. Je pense que de plus en plus de personnes aujourd'hui n'acceptent plus ce que pendant des années on a peut-être accepté, l'inacceptable. Et souvent, ce que je dis, la révolution du partage, cette révolution de sens, c'est la révolution de chacun. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui quand on voit ces extraordinaires lauréats. Merci à nos partenaires, Clarins évidemment, Academia, de Richebourg, d'avoir été un soutien inébranlable, comme à chaque fois, dans ces trophées européens de l'avenir. On espère vous faire découvrir l'année prochaine encore de nouvelles pépites, parce qu'il y en a beaucoup. Et nous allons défricher, nous allons chercher, et je suis certaine que nous allons les trouver. Je vous invite à rester encore un petit moment en ce qui concerne les lauréats avec Elisabeth Assayag pour un Facebook Live, s'il vous plaît. Et oui, nous sommes modernes, nous vivons avec notre temps. Et un petit message, comme si on peut applaudir ce soir Raphaël, qui a été assez extraordinaire. Merci à vous.